Pourquoi à chaque crise, ce sont toujours les mêmes qui tombent et les mêmes qui s'en sortent? Pourquoi quand tout s'effondre, quand les usines ferment, quand les familles comptent leurs dettes, les banques, elles, survivent, se relèvent et parfois même prospèrent? Est-ce le hasard? Une ruse du système? Ou simplement la logique froide d'un monde construit pour qu'elle gagne, quoi qu'il arrive? Pour comprendre pourquoi les crises profitent toujours aux banques, il faut plonger dans l'histoire. Parce que les crises ne naissent pas du chaos, elles naissent d'un ordre, d'un équilibre fragile entre la confiance, la dette et le pouvoir. Et depuis plus de 2 siècles, ce pouvoir a toujours eu les mêmes gardiens, les banques. Londres, 1815. Le brouillard s'accroche au toit, la bourse respire court. Dans le vacarme des plumes et des cris, un homme avance sans panache ni médaille. Nathan Mayer, Rothschild. Dans sa poche, une information que personne d'autre ne possède encore. La bataille de Waterloo vient de se jouer. Napoléon est vaincu, tandis que la rumeur n'a pas encore traversé la Manche, lui agit. Il vend massivement. La panique s'installe. Tous le suivent, croyant que l'Angleterre a perdu. Les cours s'effondrent. Et lorsque la panique a atteint son comble, Nathan rachète tout. Le soir même, la nouvelle tombe, victoire britannique. Les cours explosent. Et l'homme qui, le matin, semblait ruiné devient l'un des plus puissants d'Europe. La légende est peut-être exagérée, mais la leçon est réelle. Celui qui détient l'information avant les autres contrôle la peur. Celui qui contrôle la peur contrôle la valeur. Depuis ce jour, le pouvoir financier a compris que la richesse ne résidait pas seulement dans l'or, mais dans la vitesse. Celle de savoir avant, d'agir avant, et de prêter quand tout le monde hésite. C'est ainsi que les grandes maisons bancaires d'Europe, Rothschild, Baring, Oettinger et d'autres, deviennent les nouveaux monarques d'un continent épuisé par les guerres. Les rois demandent de l'argent, les banques exigent des garanties, et quand les crises éclatent, elles prêtent encore, mais à des taux qui renforcent leur emprise. Plus un État souffre, plus il dépend d'elle. 1825, la première grande panique financière moderne. Une bulle spéculative sur les mines d'Amérique du Sud éclate à Londres. Des centaines de sociétés disparaissent, les investisseurs fuient, et la Banque d'Angleterre manque de métal pour soutenir la monnaie. À ce moment précis, Rothschild intervient. Il livre son or pour stabiliser le marché. La confiance revient, le système tient, et les Rothschild deviennent indispensables. Chaque crise, depuis, répète la même structure. Les petits tombent, les grands fusionnent, les puissants se renforcent. La panique n'est pas la fin du système, c'est sa respiration. Puis vient 1873. Une bulle immobilière à Vienne provoque la première grande dépression mondiale. Des faillites enchaînent, le commerce mondial s'effondre, les banques ferment. Mais dans cette tempête, les grandes institutions se regroupent, absorbent les plus faibles et posent les bases d'un capitalisme globalisé. Elles comprennent que la crise n'est pas une malédiction, c'est un outil. Celui qui survit devient trop important pour être oublié. Puis arrive 1929. Les années folles battent leur plein. À New York, tout le monde joue en bourse. Même les instituteurs, les fermiers, les employés, les banques prêtent à ceux qui n'ont rien pour acheter des actions dont les prix grimpent sans logique, jusqu'à ce que la bulle éclate. En quelques jours, la bourse s'effondre, les entreprises ferment, les familles perdent tout. Mais les grandes banques, elles, négocient. Elles obtiennent des fusions, des garanties, de nouvelles règles. Roosevelt réforme, certes, mais ne détruit pas. Il encadre, le système se relève, et à nouveau, l'État s'adosse aux banques pour financer sa relance. Elles sortent de la crise plus indispensable qu'avant. Puis la guerre efface tout. Après 1945, le monde doit se reconstruire. Les États sont exsangues. Les États-Unis, eux, regorgent d'or. Ils lancent le plan de Marshall. Des milliards de dollars affluent vers l'Europe, officiellement pour la paix, officieusement pour installer un ordre nouveau, celui du dollar. Bretton Woods en 1944 grave ce pouvoir dans la pierre. Le dollar devient la monnaie du monde, convertible en or. Mais le système repose sur une promesse impossible, que les États-Unis ne dépenseront jamais plus d'or qu'ils n'en ont. Or, ils dépensent. Pour la guerre du Vietnam, pour leurs industries, pour leur expansion. En 1971, Nixon tranche. Il supprime la convertibilité. L'or cesse d'être la base du monde. L'argent devient une idée,
une croyance, un simple chiffre sur un écran. C'est la naissance du capitalisme moderne. Désormais, les banques peuvent créer de la monnaie sous forme de crédit. Chaque prêt devient une création d'argent. Plus elles prêtent, plus elles gagnent. L'économie devient un château de dettes, tenu debout par la confiance collective. 1973, choc pétrolier. Le prix du pétrole quadruple. Les pays occidentaux s'endettent. Les pays producteurs accumulent des milliards de pétrodollars. Les banques recyclent cet argent en prêt aux pays pauvres. Tout le monde y trouve son compte. Jusqu'au jour où les taux d'intérêt montent. L'Amérique latine s'effondre, l'Afrique plonge, l'Asie chancelle. Et le FMI arrive. Il restructure, impose l'austérité, privatise. Les banques, elles, récupèrent leurs fonds. Les peuples, eux, paient les intérêts. Dans les années 80, la dérégulation devient doctrine. Reagan et Thatcher prêchent la liberté des marchés. Les États se retirent, les banques s'élargissent. Elles inventent les produits dérivés, les swaps, les options. L'argent devient abstrait, un jeu réservé à ceux qui comprennent les règles. Le risque est morcelé, empaqueté, vendu. On a l'impression que tout est sous contrôle. Mais le contrôle est une illusion. 1987, 1997, 1998. Chaque décennie apporte son krach. Le lundi noir, la crise asiatique, l'effondrement du fonds LTCM. À chaque fois, la panique revient et à chaque fois, les banques centrales injectent de l'argent. Les marchés sont sauvés. Les pertes sont absorbées. Les traders reprennent leurs paris. Et le monde comprend une chose terrible. Le système ne se réforme plus, il se redémarre. Et puis vient 2008. Une bulle immobilière gonflée à crédit, bâtie sur des prêts douteux. Les banques ont vendu à la planète entière des produits financiers si complexes que même leurs créateurs ne les comprennent plus. Quand les premiers foyers cessent de rembourser, tout s'effondre. Lehman Brothers disparaît. Wall Street tremble. Le monde retient son souffle. Et alors, les États interviennent. Des milliers de milliards sont injectés pour sauver les banques. Les ménages perdent leur maison. Les contribuables paient. Mais les institutions financières survivent. Mieux, elles fusionnent, se renforcent, s'étendent. Trop grandes pour tomber. Trop centrales pour qu'on les laisse mourir. Les années qui suivent consacrent cette inversion morale. Les profits sont privés, les pertes publiques. Le peuple sert de pare-choc à un système devenu autoréférentiel. 2010. Crise de la dette européenne. La Grèce s'effondre, l'euro vacille. La BCE imprime, les plans d'austérité pleuvent, les banques sont recapitalisées. Les hôpitaux ferment, les impôts montent, mais les marchés se calment. Encore une fois, la tempête renforce ceux qu'elle aurait dû punir. Puis 2020, la pandémie. Un arrêt brutal du monde. Les États injectent des sommes jamais vues. Les banques centrales créent de la monnaie par milliers de milliards. L'économie mondiale flotte sur une mer d'argent virtuel. Les bourses montent alors que les commerces ferment. L'argent ne coule plus vers l'économie réelle, il tourne dans la sphère financière. Les riches deviennent plus riches. Les dettes explosent. Et quand l'inflation revient, ce sont encore les ménages qui trinquent. 2 siècles, un schéma. À chaque crise, les banques ne tombent pas. Elles s'adaptent, se reforment, se fondent dans la structure de l'État. Elles deviennent des institutions de survie. Sans elles, plus rien ne tourne. Et c'est là leur plus grand succès, avoir transformé la dépendance en nécessité. Leur force ne vient pas seulement de l'argent, mais du récit qu'elles ont imposé. Celui de la confiance. Une société peut douter de tout, sauf de sa monnaie. Elle peut critiquer ses dirigeants, mais pas le mécanisme qui fait battre son cœur économique. Alors, pourquoi les crises profitent-elles toujours aux banques? Parce qu'elles ont compris que la peur est une ressource. Chaque effondrement renforce leur rôle de sauveur. Chaque panique justifie leur pouvoir. Chaque injection d'argent public réaffirme leur centralité. Et tant que la société croira qu'elles sont indispensables, elles le resteront. Peut-être qu'un jour, une nouvelle forme de finance émergera, décentralisée, transparente, plus équitable. Mais l'histoire, pour l'instant, reste la même. La crise n'est pas la fin du système, c'est son pouls. Et tant que la confiance tiendra, le cœur continuera de battre au rythme des banques.